La Joconde, ce n'est pas uniquement le portrait le plus connu de Léonard de Vinci. C'est aussi la peinture la plus célèbre du monde. Pourtant, pour plus d'un tiers des visiteurs, c'est également, paraît-il, le tableau le plus décevant du monde. Et je dois dire qu'en un sens, je les comprends. Mais alors, comment se fait-il que ce portrait soit si connu? Et surtout, pourquoi est-ce un chef-d'œuvre? Ne nous méprenons pas, la Mona Lisa est un tableau exceptionnel. Ce n'est pas un portrait comme un autre, et on ne peut pas le banaliser. En revanche, en un sens, je les comprends, oui. Je les comprends parce que, d'abord, l'expérience est terrible. Je veux dire, personne ne dira le contraire. Le musée du Louvre est sans doute l'un des plus beaux musées du monde, si ce n'est le plus beau. Mais l'expérience de la Joconde en elle-même est inintéressante. 15 minutes de queue pour 15 secondes devant le tableau, et face au tableau, on voit quoi? On voit une femme, on devine qu'elle est assise dans une loggia, on le sait grâce aux colonnes sur le banc du tableau, et elle s'appelle Lisa Gherardini. C'est la femme d'un riche marchand du nom de Francesco del Giocondo. On l'appelle la Joconde justement par rapport au nom de son mari, Giocondo. Elle porte une robe sombre et un voile fin, si fin qu'on ne l'aperçoit presque pas. Ses mains sont délibérément posées l'une sur l'autre, et à l'arrière-plan on distingue un paysage âpre, sans intérêt, sans aucune trace de vie humaine, à l'exception de ce pont sous lequel traverse une rivière. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous dit, ce tableau? Qu'est-ce qui nous intéresse? Rien. Rien de plus que les autres, si ce n'est peut-être un détail. Elle esquisse un sourire. Ok, quand on a vu ça, on peut retourner voir Ingres. Parce que finalement, face à tous les chefs-d'œuvre que le Louvre a nous présentés, est-ce qu'elle figure parmi nos tableaux préférés de la journée? Ce n'est pas sûr. Et c'est en ça que je les comprends. Ils sont déçus et c'est normal. Rien qu'en se retournant, on fait face aux noces de Cana de Véronèse. Voilà un tableau. Voilà un tableau qui vit. Un tableau plein de couleurs, plein de mouvements. Un tableau impressionnant de par sa taille, 7 mètres sur 10, mais aussi de par ce qu'il représente. Et pourtant, on peut comprendre la déception, mais je me répète, la Joconde n'est pas un tableau comme les autres. Alors, pourquoi ? La Joconde, c'est un tableau qui fascine, mais c'est un tableau qui fascine peut-être pas pour les bonnes raisons. La notoriété de la Joconde aujourd'hui est probablement due à 2 choses. Premièrement, le vol de la Joconde en 1911. L'histoire est simple, un ouvrier italien travaillait au Louvre, il est resté après la fermeture et s'en est emparé. On a cru que c'était Picasso qui l'avait volé, et pendant 2 ans, impossible de savoir où elle est passée, cette Joconde. La presse internationale va s'en emparer, chaque semaine elle va faire les gros titres, à tel point qu'il y en avait qui venaient la voir, alors même qu'elle n'était plus là. Finalement, on va retrouver le voleur, il a voulu la vendre à un marchand italien par nationalisme, le voleur était italien, ça va échouer, le grand gagnant de l'histoire, c'est le Louvre. C'est le Louvre puisque son tableau va bénéficier d'une présence médiatique inespérée. À tel point que la Joconde, quelques années plus tard, à la suite de ce vol, va faire 2 voyages diplomatiques dans les années 50, un premier aux États-Unis et un second au Japon. Et au passage, elle séjournera rapidement à Moscou. Durant cette tournée internationale, on a des photos qu'on n'avait jamais vues avant pour un tableau. Et puis de fil en aiguille, le monstre nourrit le monstre et tout le monde, les artistes, la presse, les chercheurs, bref, tout le monde va s'en emparer pour grignoter un petit peu de son attention. Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you? Ça, c'est la première raison, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui elle bénéficie d'une telle notoriété. Et puis la deuxième raison, c'est parce qu'on ne sait pas tout. Et comme on ne sait pas tout, beaucoup écrivent, et souvent n'importe quoi. Et ça nous donne des théories de toutes sortes sur qui est Mona, pourquoi Léonard l'a amenée avec lui, etc. Bref. Mais tout ça, en fin de compte, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. C'est pour ça que je vous dis qu'elle fascine, mais qu'elle fascine peut-être pas pour les bonnes raisons. Mais derrière la Mona Lisa,
il y a une histoire. Et une histoire d'autant plus intéressante. Il y a la vraie histoire, celle qui explique réellement pourquoi la Mona Lisa est un chef-d'œuvre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Mona Lisa, ce n'est pas un tableau qu'on a redécouvert. Ce n'est pas un Vermeer, ce n'est pas un Van Gogh. La Mona Lisa, ce n'est pas un tableau qui a gagné en autorité à la mort de Léonard. Non, la Joconde, c'est un chef-d'œuvre depuis sa création. Tout de suite, les gens l'ont vu. Tout de suite, les gens le savaient. Je ne vous dis pas qu'elle avait la renommée internationale qu'elle a aujourd'hui, mais dans l'élite artistique et intellectuelle de la Renaissance, les gens la connaissaient et ils la connaissaient bien. Alors, pourquoi je me permets de dire ça ? Eh bien, simplement parce qu'on a des éléments qui le prouvent. D'abord, Vasari. Vasari, c'est le premier à avoir rédigé une histoire de l'art. Eh bien, Vasari, non seulement il va consacrer évidemment une partie à Léonard, mais il va consacrer également une partie à la Joconde. On est à peine en 1550 lorsqu'il publie son histoire de l'art, et c'est seulement 30 ans après la mort de Léonard. C'est rien du tout. À titre indicatif, Michel-Ange, son grand concurrent, est encore vivant à ce moment-là. Voilà pour le premier élément. Mais on a un deuxième élément, et pas des moindres. Le deuxième élément, c'est qu'on a des copies de la Joconde. Et on a une copie notamment par Raphaël. Raphaël, qui c'est ? Raphaël, c'est probablement le plus grand peintre de l'histoire et à minima de la Renaissance. Il faut savoir qu'en 1503, année durant laquelle Francesco del Giocondo va faire la commande à Léonard de la Joconde. On est donc au début de l'année 1503, Léonard est disponible, Léonard a besoin d'argent, et Francesco a un heureux événement à fêter, c'est la naissance de son second fils. C'est un événement d'autant plus heureux qu'avant de connaître Lisa Gherardini, il a eu 2 épouses auparavant qui sont malheureusement mortes en couche. Quand il voit naître son deuxième garçon, il décide de fêter ça. Et il décide de fêter ça en demandant à un des peintres les plus en vue du moment de faire un portrait de sa femme. Et ça tombe bien en plus, puisqu'il vient d'acheter une nouvelle maison, ce sera parfait pour décorer. Naturellement, Léonard va accepter. Eh bien, on est en 1503, Léonard est donc de retour à Florence. Il avait passé environ 20 ans à Milan, auprès des Sforza, et là, pour des raisons politiques et militaires, Milan est en train d'être envahi par les Français, il décide de quitter Milan et revient dans sa région natale, là où il a fait ses études à Florence donc. Au même moment, à Florence, on a Michel-Ange. Michel-Ange, c'est l'artiste ultime. C'est l'artiste par excellence. À 20 ans, il a réalisé la Pietà, à 26, il a réalisé le David, et les années qui suivront, il s'occupera de la chapelle Sixtine et de l'architecture de la basilique Saint-Pierre. Michel-Ange, il sait tout faire, c'est pour ça que je dis que c'est l'artiste ultime. Donc, on a ces 2 géants, ces 2 monuments de l'art à Florence. Florence, c'est la capitale artistique du moment. Et à l'automne 1503, on va demander à Michel-Ange et Léonard, en même temps, une commande qui va en quelque sorte les opposer dans une compétition qui n'en était pas vraiment une, puisqu'on va leur demander à chacun de décorer un des murs du Palazzo Vecchio. Le Palazzo Vecchio, c'est la mairie de Florence, si vous voulez, c'est le centre politique de Florence, et on souhaite que chacun d'eux peigne un des murs de la salle du conseil. La salle, c'est une salle très importante, et ça aurait donné 2 magnifiques fresques, des fresques immenses. Je dis ça aurait donné parce que ça va mal se passer, ils vont finalement pas pouvoir les faire, pour diverses raisons, c'est trop long, et je vous raconterai peut-être ça un autre jour. Tout ça pour vous dire que Raphaël et d'autres grands artistes de l'époque entendent parler de cette compétition. On est, pour rappel, au début du XVIe siècle, donc ça prend du temps avant de se propager, et en 1504, tout de suite, Raphaël, quand il apprend ça, il décide d'aller à Florence. Et pourquoi il vient à Florence ? Il vient à Florence pour apprendre. À ce moment-là, Raphaël a 21 ans. C'est plus un apprenti. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il a commencé à peindre. Raphaël, c'est un orphelin, il a appris très vite à peindre, il est très rapidement devenu maître, son père était déjà peintre. Et c'est déjà un maître reconnu à certains égards et qui commence à avoir une belle renommée. Et bien malgré ça, quand il apprend que Léonard est à Florence à ce moment-là, qu'il est rentré à Florence, il lâche tout, il avait des commandes sous la main qu'il devait rendre, il abandonne tout, il laisse tout derrière lui et il s'en va pour Florence. Pourquoi il s'en va pour Florence ? Pour aller copier les œuvres de Léonard. Il va aussi regarder ce que fait Michel-Ange, mais Raphaël c'est un peintre, Michel-Ange c'est davantage un sculpteur, donc c'est de Léonard qu'il s'inspire avant tout. Et donc en 1504, il fait ce dessin de la Joconde, tout en sachant que la Joconde à ce moment-là n'est même pas terminée. Tout ça pour vous dire que la Joconde, c'est une œuvre
immensément respecté. Et respecté par les plus grands de l'histoire dès sa création. Ça fait 500 ans qu'on admire la Joconde. Elle n'est pas sortie comme ça parce qu'elle a été volée en 1911. Elle était déjà au Louvre avant d'être volée. Fallait qu'elle ait déjà une renommée pour qu'on s'intéresse à elle. J'ai pas envie de vous assommer en vous amenant dans une analyse de chaque micro-détail que comporte la Joconde. En réalité, on pourrait passer sûrement ensemble 1 heure à discuter seulement de la disposition des mains de la Mona Lisa. Moi, ça m'intéresse, mais je suis pas sûr que vous ayez vraiment envie d'entendre ça. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est essayer de vous montrer 2 choses capitales selon moi. 1, la place de la Joconde dans l'histoire des portraits, et 2, les innovations qu'elle comporte. Les 2 vont ensemble, donc ça va nous faciliter la vie, et si vous retenez que ça, je pense que j'aurai réussi mon travail et que vous verrez la Joconde différemment. La première grande innovation dont j'ai envie de vous parler, c'est le cadrage. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'il a de particulier ce cadrage ? Eh bien, d'abord, ce n'est pas un portrait en buste. C'est un portrait à la taille, on voit ses mains et on devine même ses jambes. Deuxièmement, la pose. La pose, c'est une pose de 3/4. Ce n'est pas une pose de profil. Elle est là, assise, il y a un léger mouvement de rotation qui part de la taille et qui finit au niveau du buste. Son visage est face à nous et elle nous regarde. Elle nous regarde. Ce n'est pas conventionnel pour l'époque. En fait, c'est même quelque chose de tout à fait nouveau. Si aujourd'hui on a des portraits de 3/4 ou de face, c'est Léonard. C'est à Léonard qu'on le doit. Alors pourquoi ? À l'époque de la Renaissance, comme vous le savez, les artistes étaient très influencés par l'Antiquité. Les principaux portraits que l'on possédait provenaient de pièces de monnaie ou de médaillons, et donc étaient des portraits de profil. Ainsi, quand les princes de la Renaissance ont commencé à vouloir se faire peindre, ils ont naturellement suivi cette tradition. Avoir un portrait de profil, c'était s'ancrer dans la lignée de ces souverains qui ont marqué l'histoire. Tous les portraits importants du XVe siècle en Italie étaient des portraits de profil. Si vous voulez voir l'innovation que représente la Joconde, il suffit de la comparer avec des portraits traditionnels de cette époque. Et voilà la différence. Donc, évidemment, quand on voit la Joconde aujourd'hui, on se dit « Mais qu'est-ce qu'il a de spécial ce tableau ?» Mais quand on la replace dans son contexte, ce tableau n'a plus rien à voir avec les autres. C'est pour ça que je vous dis que c'est un tableau exceptionnel. Néanmoins, donner tout le crédit à Léonard serait malhonnête. Il y avait des artistes, notamment des peintres flamands, et quand je dis ça, je pense à Van Eyck, qui en produisaient déjà. Mais de 2 choses l'une. 1, le centre artistique du monde à cette époque, c'est l'Italie. Et c'est en particulier Florence. Et 2, si ces tableaux commençaient à se répandre dans le nord de l'Europe, ils étaient encore rares en Italie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Certains artistes avaient commencé à en produire, Léonard y compris, mais il y a une nette différence entre le style des Ghirlandaio, des Lorenzo di Credi, des Antonello de Messine ou des Botticelli et Léonard. Et en disant ça, je dis pas que les autres n'étaient pas des grands artistes, au contraire, c'était des immenses artistes. Mais Léonard avait un coup d'avance et on peut pas lui enlever. Il était peut-être pas le premier, certes, mais il était le meilleur. Et c'est ce qu'on va démontrer. Quand on compare les œuvres de Léonard aux autres artistes de son époque qui ont produit des portraits de 3/4, on remarque tout de suite une chose. Ce qu'on remarque, c'est que leurs portraits ont quelque chose de rigide. Ils ont quelque chose d'imparfait. Ils manquent de cette spontanéité, de cette simplicité naturelle qu'a la Joconde. Quand vous regardez la Joconde, elle a une certaine souplesse, elle a une aisance. On a l'impression qu'elle vit, qu'elle n'est pas figée. Eh bien tout ça, ce n'est pas quelque chose d'inné, ce n'est pas quelque chose de naturel, ça ne vient pas du sujet. Elle n'a rien de spécial, la Lisa, et entre nous, elle n'est pas particulièrement jolie. Donc, cette simplicité, cette immédiateté, c'est l'œuvre de Léonard. C'est le fruit d'un long travail de réflexion, et un travail qui dure en fait depuis plus de 30 ans. La Joconde, c'est pas le premier portrait de Léonard. Le premier grand portrait de Léonard, c'est la Ginevra dei Benci. Elle a été réalisée en 1475. On a l'impression que c'est un portrait en buste, mais en réalité, c'est un portrait à la taille. Il a été découpé, c'est quelque chose qu'on faisait parfois à l'époque, mais grâce aux dessins qu'on a récupérés dans les carnets de Léonard, on a pu en faire une reconstitution qui montre que c'est bien un portrait à la taille. 3 choses dans ce portrait. On a évidemment la posture, elle se tourne vers nous. Deuxièmement, elle nous regarde. Et puis troisièmement, il y a déjà un travail sur les mains. Mais là, on sent que c'est une œuvre de jeunesse. Il s'est inspiré d'une œuvre de son maître, Andrea del Verrocchio. Il s'est inspiré notamment de la Dame au bouquet.
Bon, déjà à cette époque, Léonard donne quand même le ton. On a Lorenzo di Credi, qui était lui aussi à l'atelier de Verrocchio et qui en fera une copie à sa manière. Et on voit dans les détails qu'il est moins habile. Juste, si on regarde les mains, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Donc ça, c'est le premier portrait de Léonard, qui est un portrait tout à fait admirable et où on a déjà plusieurs éléments qui vont préfigurer la Joconde. Ensuite, on a la Dame à l'hermine. Magnifique portrait de Léonard, où ici, il travaille avant tout le mouvement. On a d'abord le mouvement du sujet, le mouvement de Cecilia Gallerani, et le mouvement de l'hermine, qui vient équilibrer ensuite la peinture. On a également aussi sur ce tableau le début d'un sourire, et même si elle ne nous regarde pas, il y a un dialogue avec le spectateur. On n'a pas l'impression que Léonard l'a peint, mais qu'il l'a capturé sur le vif. On a l'impression qu'elle vient d'être interrompue, comme si quelqu'un venait de rentrer dans la pièce. Elle détourne le regard, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle aperçoit son amant, c'était le commanditaire du tableau, et elle commence à sourire. Et c'est là que Léonard choisit de la peindre. C'est ce moment qui capture. Ce qui donne de la vie dans les figures de Léonard, c'est qu'elles sont en mouvement. C'est très aristotélicien comme conception. L'âme se caractérise par le mouvement, par le souffle de vie. L'âme, c'est quoi ? C'est le mouvement qui anime la personne. C'est le mouvement qui anime le corps. Léonard disait qu'en peinture, une figure qui n'exécute pas un acte prompt et qui n'exprime pas l'état d'âme, l'état d'esprit, alors cette figure est 2 fois morte. Elles sont mortes. Pourquoi ? Parce que la peinture, si elle n'exprime pas un acte prompt, manque de dynamisme et elle est 2 fois morte car elle ne dit plus rien. C'est l'action qui révèle le tempérament, qui révèle la personnalité. Généralement, les autres artistes ne font pas comme ça. Les autres artistes utilisent des attributs pour signifier les traits de personnalité. Ils utilisent des bijoux pour montrer la richesse, un livre pour montrer son érudition, un animal pour montrer sa pureté ou sa fidélité. Quand on regarde la Joconde, il n'y a rien. Léonard a l'audace de se passer de quelconque accessoire. Il n'y a pas de bijoux, pas d'attributs. Le fond ne nous dit rien, il est même raté. Et pourtant, elle nous communique quelque chose. Elle a quelque chose, la Joconde. C'est indiscutable. Pour revenir 2 secondes sur la Dame à l'hermine, ses mains ne sont pas réussies. Elles sont disproportionnées par rapport au reste du corps. Et c'est dans un dessin beaucoup plus tard, en repassant sur un portrait de profil, en décidant Isabelle d'Este, marquise de Mantoue, qu'il va trouver la solution à son problème. La raison pour laquelle cette pose est si particulière est double. Premièrement, grâce à cette pose, il se permet de réduire au maximum le premier plan. Finalement, il n'y a que les mains et le bout du fauteuil qui nous séparent de la Joconde. Ça crée une forme de proximité avec le sujet. Dans la plupart des portraits, on n'a pas autant de proximité. Les mains reposent généralement sur une table ou sont cachées par un parapet, un petit muret qui vient cadrer la figure. Ce n'est pas le cas ici. Et quand on dit ça, il faut se rappeler que ce portrait n'était pas fait pour être exposé au Louvre. Aujourd'hui, il est au Louvre, mais il est complètement hors de son contexte. À la base, le portrait avait vocation à orner leur nouvelle maison. C'était un portrait très personnel, c'était un portrait pour son mari. Cette proximité, elle est donc bienvenue. Elle donne de la douceur au tableau, sans pour autant casser l'harmonie. Deuxième point concernant ses mains, c'est qu'elles sont l'attribut moral du tableau. S'il peut se passer de tout accessoire qui par ailleurs renforce cette proximité. Je n'ai pas d'accessoire, je suis là à peine préparé, presque au naturel finalement, et Léonard me peint dans toute mon intimité. Bref, s'il peut se passer de tout accessoire, c'est parce que dans cette position, c'est-à-dire la main droite délicatement posée sur la main gauche devant elle et au milieu de son corps, c'est le comportement, c'est la manière qu'on recommandait aux filles dans les livres de comportement de l'époque. Même si elle n'a rien, Léonard ne manque pas de dire les qualités morales de Madame Lise. Il arrive à jouer à la fois sur l'aspect proximité, tendresse, douceur, et en même temps sur le fait qu'elle est une femme respectable, ce qui est évidemment important pour son mari. Cette astuce, ça ne paraît rien, mais c'est une astuce qui va être reprise partout. Partout. L'influence est considérable. On a parlé du mouvement, cette légère torsion subtile qui anime son corps. On a parlé des mains. Il faut maintenant qu'on parle de cette souplesse qu'elle possède, cette aisance et son sourire. Ce sourire si particulier, ce sourire éphémère, ce sourire où on ne sait jamais si elle nous sourit véritablement ou pas. Pourquoi j'associe les deux ensemble ? Parce que, qu'il s'agisse de la souplesse naturelle ou de son sourire, on le doit à une innovation qu'on associe presque toujours à Léonard, qui est le sfumato.
Alors c'est quoi le sfumato ? Le sfumato, c'est une technique qui vise à estomper les contours, à les rendre moins nets. On le voit particulièrement bien quand on compare les œuvres de Botticelli à celles de Léonard. Quand on regarde la Vénus, elle semble découpée, ciselée. Les contours sont extrêmement nets. On a l'impression de voir le tracé de Botticelli. Au contraire, quand on repasse sur la Joconde, elle semble émerger du fond. Eh bien, c'est également pour cette raison que le sourire nous semble éphémère. Et encore une fois, c'est quelque chose de réfléchi. Comment on le sait que c'est réfléchi ? Nous le savons parce que Léonard a longtemps travaillé sur le fonctionnement de la bouche et du sourire. Et puis parce que Léonard connaissait très bien les défauts qu'avaient les peintures présentant un sourire. C'est d'ailleurs assez rare de voir un portrait avec un joli sourire. Ce que Léonard sait et que les autres savaient peut-être, mais n'arrivaient pas à mettre en place, c'est qu'un sourire doit avoir une caractéristique, c'est qu'il doit être temporaire. Pourquoi il doit être temporaire ? Parce que tout sourire naturel est éphémère. C'est une expression qui ne dure pas. C'est le passage du sérieux au rire, puis du rire, on retourne à l'état normal. Il n'y a que chez les politiciens finalement, ou chez les gens qui ont quelque chose à nous vendre, pour sourire constamment. Mais on n'est pas dupe. Ce sourire n'est pas naturel, c'est crispé, c'est bizarre. Soit on a l'air d'un attardé, soit on a l'air d'un sociopathe. Bref, Léonard le sait et il veut pas que ça fasse bizarre. Il veut que son sourire soit naturel, il veut qu'il soit fugace. Et alors la question c'est comment réaliser quelque chose de temporaire sur une œuvre qui est figée ? Eh bien c'est là toute la difficulté. Et pour cela, Léonard va utiliser encore une fois le sfumato. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va estomper les contours de la bouche. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'en faisant cela, après avoir étudié comment fonctionne la vision, que lorsque l'on regarde la Joconde dans sa globalité, le sourire, par notre vision périphérique, nous apparaît naturellement, mais lorsqu'on essaie de s'arrêter dessus, de le regarder en détail, il semble déjà avoir disparu. Voilà pourquoi le sourire de la Joconde fonctionne si bien. Il y a un dernier élément que je veux mentionner, et après je m'arrête. Ce n'est pas pour rien que Vasari l'a appelée la Mona Lisa. Et ce n'est pas non plus un hasard que même si elle est à la fois si spéciale, elle nous semble en quelque sorte banale. Comme si c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Ce que je veux dire par là, c'est pas qu'on l'ait vu partout, qu'aujourd'hui il y ait des tonnes de reproductions partout sur Internet, dans les rues, sur les marchés, etc. Mais simplement que sa posture est à la fois unique et en même temps, quand on la voit, on ne lui trouve rien de particulier. Elle semble être une peinture parmi tant d'autres de son époque. Eh bien, cette sensation n'est pas due à son style. Cette sensation, elle est due à sa pose. Les portraits individuels de 3/4, on l'a dit, ça ne se faisait pas. Vous vouliez un portrait, vous aviez un portrait de profil. Mais cela vaut pour des personnes réelles. Cela ne vaut pas pour les figures religieuses. La raison pour laquelle la Mona Lisa est à la fois unique, mais en même temps nous semble tout à fait conventionnelle, c'est parce que Léonard s'est inspiré non pas de portraits individuels, mais de scènes religieuses. Quand on regarde la Mona Lisa, qui on voit Marie. Cette pose à mi-corps, ce calme, cette sérénité, ce sourire, il n'y a qu'une figure dans l'histoire de l'art qui se l'approprie, c'est la Vierge. Léonard la voyait partout, on la voit partout. C'est ce qu'elle exprime, et c'est ce que Lisa exprime aussi. Mona Lisa, c'est la contraction de Madonna Lisa. Ça veut dire Madame Lise si on traduit, mais ne nous trompons pas, on peut aussi le traduire par Madone. Et je crois que c'est pas un hasard si aujourd'hui on vient en pèlerinage, défiler devant cette icône profane. Je vous disais, il y a un avant et un après la Joconde dans l'histoire de l'art. Un après, c'est Raphaël Santi, le prince des arts qui va fixer à jamais la manière de faire des portraits. Raphaël, lui qui, comme on l'a vu, a été le premier à défiler et à la copier.